Oral questions. Questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, peu importe ce qu'on pense des menaces de tarifs de M. Trump, que ce soit une méthode de négociation ou un vrai plan, on peut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et le premier ministre a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de la frontière, perdu le contrôle de l'immigration, perdu le contrôle des dépenses. Et les Canadiens sont en train de souffrir dans ce temps difficile. Donc, est-ce que le premier ministre va renverser ses décisions pour réparer ce qu'il a brisé? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, quand j'ai parlé avec le président élu Trump la semaine passée, j'ai parlé d'à quel point nous travaillons bien ensemble, le Canada et les États-Unis, pour répondre aux grands défis auxquels nos citoyens font face, que ce soit en créant plus de croissance économique, que ce soit en protégeant nos frontières, que ce soit en protégeant nos citoyens de l'impact du fentanyl et d'autres drogues dures. On va toujours être là pour travailler ensemble et j'ai rassuré le président à ce niveau-là. Par rapport à nous ici, on va continuer d'investir dans les Canadiens, d'être là pour appuyer les gens dans des moments difficiles, comme avec le congé de taxes qu'on offre pour les prochaines semaines, un congé de taxes contre lequel les conservateurs ont voté. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre a donné des grands cadeaux au président Trump. Les augmentations de taxes et d'impôts, le doublement de notre dette, la bureaucratie qui empêche nos projets de ressources naturelles, ont poussé 500 milliards de dollars nets d'investissements canadiens vers les États-Unis afin de créer les emplois pour des Américains. En même temps, les revenus personnels des Canadiens qui étaient égaux aux Américains est maintenant 20 000 de moins. Est-ce que le premier ministre va renverser ses politiques destructrices pour réparer ce qu'il a brisé? Bravo! Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, si le chef de l'opposition se préoccupait vraiment du bien-être des Canadiens, il n'aurait pas opposé le congé de taxes qu'on est en train d'offrir aux Canadiens pour les prochains mois. Il ne se serait pas tenu debout contre l'investissement dans de la nourriture scolaire pour 400 000 enfants de plus à travers le pays. Il ne se serait pas opposé contre les soins dentaires qui ont livré des services maintenant à plus d'1 million de Canadiens. Au contraire, Monsieur le Président, le chef de l'opposition ne veut qu'instrumentaliser et profiter des difficultés auxquelles font face les Canadiens plutôt que de les régler comme ce que nous faisons. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, que l'on croit que la menace de tarifs douaniers de M. Trump soit une tactique de négociation ou autre, eh bien, il n'en demeure pas moins que le premier ministre a perdu le contrôle, que ce soit le contrôle à la frontière, de l'immigration, des dépenses, de l'inflation, le coût du logement. Et cela a mis le Canada dans une position si faible que c'est intenable. Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il réparer les baux qu'il a cassés ou va-t-il lancer une élection axée sur la taxe sur le carbone? Le très honorable premier ministre. Je crois que le chef de l'opposition doit réfléchir de près au fait qu'il veuille se faire le porte-voix du message des Américains. Il y a moins de 1 des immigrants illégaux aux États-Unis qui arrivent du Canada et un très faible pourcentage du fentanyl qui entre clandestinement aux États-Unis qui proviennent du Canada. Oui, effectivement, il y a des choses que l'on peut faire et nous collaborons à la frontière, mais le fait de répéter ces messages erronés, ce n'est pas responsable. L'honorable chef de l'opposition. La casse, c'est irresponsable et c'est ce que le premier ministre a fait depuis 9 ans. Il a cassé beaucoup de pots. Il a nui à notre économie. Il a doublé la dette nationale et maintenant les taxes et les impôts sont plus élevés et il va hausser
le taux d'imposition sur les investissements et sur l'énergie, alors que les Américains veulent prendre nos emplois et nos entreprises. Ce n'est pas surprenant que le président Trump veuille que les emplois canadiens aboutissent aux États-Unis, mais pourquoi est-ce que le premier ministre l'aide? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous reconnaissons que les Canadiens traversent une période difficile et voilà pourquoi nous travaillons pour qu'il s'agisse de l'allègement fiscal des 2 prochains mois et les conservateurs sont contre. Nous mettons en place un programme national d'alimentation dans les écoles qui aide déjà des milliers de Canadiens aux 4 coins du pays et les conservateurs sont contre. Nous avons un programme de soins dentaires qui change concrètement la vie de millions de Canadiens et les conservateurs non seulement sont contre, mais ils ont fait tout en leur pouvoir pour entraver le programme. Ils veulent seulement exploiter les difficultés des Canadiens, mais nous sommes là pour régler les problèmes. L'honorable chef de l'opposition. Mais c'est lui qui a créé tous ces problèmes. Un programme alimentaire qui ne sert pas un seul repas ou une baisse de taxes de 10 sous sur un sac de chips ne va pas régler le problème. Et il a l'intention de quadrupler la taxe sur le carbone pour faire passer l'essence à 61 sous le litre. Et imaginez que le président Trump, lui, invite les entreprises à aller aux États-Unis où le taux d'imposition est de plus en plus faible. Ce n'est pas étonnant que les Américains veuillent s'emparer de nos emplois. Pourquoi est-ce que le premier ministre les aide à agir ainsi? Le très honorable premier ministre. Bon, je le répète encore une fois, Monsieur le Président, le prix de la pollution et la tarification du carbone rapporte plus aux Canadiens que ce que cela coûte. Et il y a donc des versements qui sont faits 4 fois par année et il y a donc davantage d'argent qui est versé dans les poches, qui est remis aux Canadiens que ce qu'ils ne paient en taxes sur le carbone. Nous travaillons à bâtir une économie pour l'avenir tout en enrichissant les Canadiens. C'est ce que nous faisons alors que le chef conservateur veut tourner le dos non seulement à l'environnement, mais aussi à l'économie. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, chaque jour nous amène un peu une meilleure lecture sur l'évolution des soubresauts dans la relation avec les Américains. Et on comprend que les menaces du président étaient... il y avait une espèce de confusion. Est-ce qu'on parle de commerce ou est-ce qu'on parle de sécurité aux frontières ou de drogue? Or, fût-ce une conversion tardive en matière de migration, le gouvernement promet un plan détaillé. Un plan détaillé que j'espère également chiffré. À quel moment l'aura-t-on pour rassurer tant les gens du Québec que du Canada que c'est nécessaire des États-Unis? Le très honorable premier ministre. On a partagé notre plan sur l'immigration il y a déjà plusieurs semaines, Monsieur le Président, et on continue d'investir pour réduire le nombre de migrants irréguliers qui passent d'un côté ou de l'autre de notre frontière. On a déjà investi de façon significative pour augmenter les effectifs. On va continuer d'investir, contrairement aux conservateurs qui avaient coupé dans les effectifs aux frontières. Nous, on va investir pour assurer l'intégrité de nos frontières et continuer de protéger les Canadiens. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Le plus vite on aura vraiment un plan pour le futur et pas pour le passé, le plus vite on pourra agir sur le fait qu'il y a bien peu d'espace pour le réel commerce dans les discussions. Outre la menace de 25 de tarifs, il y a des enjeux sur la gestion de l'offre, sur l'exception culturelle, sur le bois d'œuvre, sur l'aluminium. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'il y a des conversations pour qu'un représentant, non seulement du Québec, mais désigné par le Québec, puisse participer à la fois à Équipe Canada et aux travaux d'éventuels comités de négociation? Le très honorable premier ministre. Je peux confirmer qu'en plus de parler de nos frontières vendredi soir avec le président élu, nous avons parlé de commerce, d'acier, d'aluminium, on a parlé d'énergie, on a parlé de bois d'œuvre, on a parlé des enjeux auxquels nous allons faire face avec l'administration américaine. Mais comme on a déjà fait il y a 4 ans, on sait comment défendre des emplois canadiens tout en démontrant que ça peut bénéficier aux 2 côtés de la frontière en travaillant ensemble de façon responsable. C'est ce qu'on va continuer de faire. The honorable... Le député de Burnaby Sud.
Le dernier gouvernement conservateur a mis à pied 1100 agents frontaliers. Ça a facilité l'entrée des armes et des drogues illégales dans notre pays. Nous payons tous aujourd'hui le prix de cette coupure conservatrice insensible. Je veux que ces 1100 agents frontaliers soient rembauchés. Il en faut même encore plus et je veux que leur mandat soit élargi pour qu'ils puissent patrouiller toute la frontière. Est-ce que le premier ministre va le faire? The Right Honourable. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, mon honorable collègue a tout à fait raison. Les compressions des conservateurs ont causé du tort aux Canadiens. Cela a réduit notre force à la frontière et c'est mauvais pour l'économie canadienne. Le chef conservateur, par contre, continue de réclamer des compressions en matière de soins dentaires, en investissement dans le logement et en prestations dont les Canadiens ont besoin, qu'il s'agisse de l'allègement fiscal des prochains mois ou du programme d'alimentation dans les écoles. Les conservateurs ne savent que faire des compressions, mais ce n'est pas ainsi que les Canadiens vont prospérer. J'inviterai les députés à ne pas prendre la parole s'ils ne l'ont pas. Le député de Burnaby Sud. Mais l'inaction du premier ministre a permis à ces compressions conservatrices de continuer de causer du tort aux Canadiens. Agents frontaliers et conserver les bons emplois canadiens. Donald Trump aurait déclaré qu'il veut équilibrer son budget à l'aide des tarifs douaniers. Il détruira des vies canadiennes pour couvrir un déficit américain. Ça n'a aucun sens et le Premier ministre doit en être clair. Pourquoi le Premier ministre est-il revenu les mains vides de son souper à Mar-a-Lago? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, les coupures des conservateurs en matière d'agents frontaliers ont fait mal au Canada. C'est pour ça qu'on est en train d'investir et qu'on va être là pour investir encore plus pour assurer l'intégrité de nos frontières. On a déjà pris plusieurs mesures au fil des dernières années pour réduire le nombre d'immigrants et d'arrivants irréguliers, pour protéger notre frontière contre l'arrivée de fusils ou de drogue américaine. On sait qu'il y a encore plus à faire et on va le faire en partenariat avec l'administration américaine avec qui on partage ses priorités de sécurité. The honourable member. Le député de Stormont Dundas South Glengarry. Malgré une menace de tarifs douaniers de 25 qui menace les emplois canadiens et notre économie, hier, le ministre de la Sécurité publique a dit que renforcer le pouvoir de la SFC pour sécuriser nos frontières n'était pas une priorité. Après 9 ans de cette approche laxiste, on peut voir qu'il y a 500 000 personnes ici en situation irrégulière et les demandes d'asile non traitées ont augmenté de 2500 et ça veut dire que 260 000 personnes vont quitter volontairement le pays. Alors, où est le plan pour rétablir la frontière? The honourable minister. Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous avons été clairs et le premier ministre l'a dit il y a quelques minutes. Nous allons continuer d'appuyer le travail très important réalisé par les hommes et les femmes qui travaillent à l'Agence des services frontaliers et à la Gendarmerie royale du Canada. C'est malheureux que l'ancien gouvernement conservateur ait fait des compressions dans ces organismes. Nous allons donc continuer d'accroître les ressources humaines, la technologie, l'équipement en appui au travail très important qui est réalisé. Nous allons le faire en collaboration avec nos partenaires américains et nous avons pleinement confiance dans le travail qui est réalisé. The honourable member for Stormont. Le député de Stormont Dundas South Glengarry. Voici une autre preuve du fait que c'est le chaos à la frontière. Le ministre de la Sécurité publique s'est fait demander aujourd'hui s'il y avait davantage d'agents qui allaient être déployés à la frontière. Il a dit qu'il ne le savait pas. On a demandé si les agents de la SFC allaient pouvoir être autorisés à patrouiller entre les points de frontière, il ne le savait pas. En fait, il a un plan qui vise à établir un plan. C'est le chaos à la frontière. Alors, où est le plan, le Canada d'abord, pour réparer les pots cassés? Minister. Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, il semble que le seul plan que les conservateurs aient, c'est d'en arriver avec de nouveaux slogans et de nouvelles rimes durant la période des questions.
Nous y avons fait référence il y a quelques instants et nous l'avons dit depuis des mois. Nous allons continuer d'investir pour accroître les ressources en appui au travail important réalisé par la SFC et la GRC. Bien sûr, nous envisageons toutes les options pour renforcer la sécurité à la frontière, car nous croyons qu'en ce moment, la frontière est sûre. Nous croyons dans l'intégrité de la frontière et nous allons collaborer avec les Américains pour en faire davantage. Le député de Calgary-Shepherd. Le ministre de la Sécurité publique a dit hier que renforcer la capacité de la SFC à la frontière, ce n'était pas une priorité, mais pourtant, il y a des milliers de visas qui vont expirer l'année prochaine et le nouveau président désigné aux États-Unis nous menace de tarifs douaniers de 25 %. Nous ne pouvons pas ignorer cette menace. Où est le plan qui fait primer le Canada et qui va mettre fin à ce chaos à la frontière? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, alors voici les faits. Est-ce que vous allez faire confiance au type qui a renégocié la CEUM avec M. Trump ou bien est-ce que vous faites confiance au type qui a sécurisé la frontière durant la pandémie? Il faut faire confiance à celui qui va lutter pour les Canadiens. Et parallèlement, on a un autre type qui présente des slogans et qui ne se soucie que de son chèque de paye et de sa pension cossue après 20 ans au même poste. The honourable member for Le député de Calgary-Shepherd. Monsieur le Président, après 9 ans à démanteler le régime d'immigration, est-ce que vous faites confiance au type qui a donné comme bilan 260 000 demandes d'asile non traitées? C'est une hausse de 2500 % depuis 2015. Il y a un demi-million de Canadiens, de personnes qui se trouvent au Canada en situation irrégulière. Et le temps d'attente pour obtenir un visa n'a jamais été aussi long que maintenant et les arriérés en immigration sont hors de contrôle. Alors pourquoi ne pas mettre fin à ce chaos à la frontière et aider les Canadiens? the honourable minister. Le ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Je crois qu'il ne voulait pas parler de la frontière qui ne fonctionne pas, alors ils sont arrivés avec un nouveau slogan aujourd'hui. Nous avons proposé un ensemble de tout un train de réformes au mois de mai et nous avons investi pour accroître les processus de traitement des demandes, mais ils ont voté contre. C'est la même chose. La semaine dernière, nous avons proposé un allègement fiscal et ça fait plus d'1 an qu'ils demandent un allègement fiscal, mais ils ont voté contre. Il semble qu'ils ne joignent pas le geste à la parole. Je demanderai aux députés, surtout le député de Dufferin-Caledon, de garder le silence. Il n'a pas la parole. Chalabot, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, c'est le désordre à la frontière depuis 2017. À partir du moment à l'invitation réfléchie du premier ministre, des centaines de milliers de personnes ont franchi notre frontière. Et là, nous avons 500 000 personnes en situation irrégulière sur notre territoire. C'est sans parler des 3 millions de personnes sous permis temporaire qui peuvent décider de rester ici. Le premier ministre a perdu le contrôle de l'immigration et de la frontière. Quel est son plan pour régler le problème? L'honorable ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et des Réfugiés. Je n'ai pas inventé ça, Monsieur le Président. Au mois de mai, on a présenté des réformes sur justement le système d'asile au Canada. On sait que ça s'impose. Qu'est-ce que les conservateurs ont fait? Strictement rien. Ils passent leur temps à inventer des rimes, puis se présenter, se bomber le torse en train d'être tough. Ils font absolument rien. Quand c'est le temps de faire quelque chose, ils font absolument rien. Continuent de s'asseoir sur leur steak. L'honorable député de Chalabot, Haute-Saint-Charles. Première chose qu'on a faite, Monsieur le Président, on a dénoncé dès le début en 2017 le fameux tweet du premier ministre qui était complètement irréfléchi, qui n'avait aucun bon sens. Puis depuis ce temps-là, depuis 9 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on dénonce parce qu'on est ce bord ici. Quand on va être l'autre bord, on ne peut pas régler le problème. En attendant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une perte de contrôle à la frontière, le trafic d'armes, la drogue, des êtres humains. Il y a des criminels qui profitent de notre faiblesse pour amener des armes illégales au Canada. Les trafiquants se font payer des milliers de dollars pour faire passer les migrants à la frontière, créant encore plus de désordre. Est-ce que le premier ministre a un vrai plan? Ou on déclenche une élection, puis nous, on va régler le problème. Bravo! L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, c'est complètement irresponsable de prétendre qu'on peut régler le problème en contribuant
aux mésinformations qui existent déjà sur la sécurité de notre frontière. Je demanderai à notre collègue d'être plus responsable avant de répéter des slogans que son bureau-chef lui a sûrement imposés, parce que c'est pas dans l'intérêt des Canadiens, c'est pas dans l'intérêt de l'économie canadienne, c'est de travailler avec les Américains, d'appuyer les forces de l'ordre au Canada et leurs partenaires américains en menant une frontière sécuritaire et intègre comme il est maintenant. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, je tiens d'abord à offrir la solidarité du Bloc québécois aux travailleuses et aux travailleurs qui perdent leur emploi chez Lion Électrique. Il est minuit moins une pour le fleuron québécois du transport électrique et Ottawa doit intervenir. Lion a cru le premier ministre et son gouvernement quand ils sont venus à son usine en 2021 annoncer des milliards pour l'électrification du transport au Canada. Lion a massivement investi pour être prêt, mais le fonds pour le transport en commun zéro émission n'a jamais été livré à la hauteur de ses promesses. Le gouvernement va-t-il enfin activer son programme et livrer à la hauteur de ses engagements? Bravo! L'honorable ministre de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, pour la question. D'abord, je pense que l'ensemble des députés de cette Chambre, évidemment, sont concernés par la situation particulièrement des travailleurs et des travailleuses. Lion Électrique fait partie des joyaux de l'écosystème de l'électrification des transports au Canada. Monsieur le Président, à chaque étape, nous avons été avec Lion Électrique depuis la création jusqu'à l'évolution de la compagnie. Le programme fédéral, Monsieur le Président, permettrait d'avoir plusieurs centaines d'autobus électriques à construire. Nous serons toujours là pour les travailleurs de Lion Électrique. Nous allons continuer de travailler avec le gouvernement du Québec. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, le Rassemblement pour la laïcité joint sa voix aujourd'hui au gouvernement du Québec. Tous deux exigent l'abolition de l'exemption religieuse dans le Code criminel qui permet de proférer des discours haineux sans conséquence. Les libéraux se sont dit, et je cite, « déterminés à trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous les Canadiens ». Monsieur le Président, ça tombe-tu bien? Le Bloc québécois, justement, sans stock. C'est le projet de loi C-373 qui fait exactement ça. Et il est soutenu par 66 % des Canadiens et 75 % des Québécois. Est-ce que le gouvernement s'engage enfin à appuyer notre projet de loi? L'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Merci, Monsieur le Président, et merci à notre collègue de soulever un enjeu qui est effectivement rassembleur dans cette Chambre. Nous avons tous le droit, et je dirais même la responsabilité, d'appuyer toutes les initiatives que nous pouvons, comme gouvernement canadien, encourager pour appuyer le vivre ensemble et le grandir ensemble dans un pays où la diversité fait la force et la fierté de ce grand pays que nous avons depuis plusieurs années déjà et avec lequel nous travaillons à tous les niveaux et à tous les instants avec le gouvernement du Québec. L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, il faut que je réécoute ça parce que ça ne me semblait pas être une réponse à la question. C'était même... Enfin, Monsieur le Président, les discours haineux, là, c'est censé être criminel, point final. On y croit ou on n'y croit pas. Ce que Québec demande, c'est l'abrogation de l'exception religieuse à l'article 319 du Code criminel qui protège le discours haineux. Bien, ça tombe bien. Le projet de loi C-373 du Bloc québécois, ça fait exactement ça. Et c'est le seul projet de loi qui fait ça. C'est un principe clair qui mérite d'être soutenu clairement. Est-ce que le gouvernement va enfin appuyer le Bloc québécois pour modifier 319 dans le Code criminel et abolir l'exemption religieuse? L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été suggéré par le Bloc québécois parce que ça vise une situation tellement terrible ici au Canada. C'est le monde de haine et crime haineux qui existe partout au Canada, y inclut le Québec et le reste du Canada. Pour débloquer la Chambre, pour continuer le débat sur ce projet de loi, on cherche l'aide du Bloc québécois. Et aussi, je voulais souligner qu'on a un projet de loi C-63 qui touche déjà les aspects, les articles du Code criminel que ce projet de loi vise. Donc, s'ils veulent coopérer avec nous autres pour établir des efforts pour combattre la haine, on est tout à fait avec eux. The honourable member for... Le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, le bilan de la ministre des Finances est sorti. Les Canadiens ont la dette à la consommation la plus élevée des pays du G7. Le PIB par habitant a baissé pendant
trimestres consécutifs et un Canadien moyen gagne moins de 30 000 par rapport à un Américain. Et en raison de cette incertitude économique et commerciale mondiale, qu'est-ce que la ministre des Finances a fait? Elle va augmenter le fardeau fiscal des entrepreneurs, des agriculteurs et des médecins. Pourquoi ne pas agir pour garder les emplois ici? La ministre des Finances et vice-première ministre. Monsieur le Président, les conservateurs semblent avoir un complexe d'infériorité par rapport aux Américains. Mais nous, de notre côté de la Chambre, nous sommes fiers d'être Canadiens. Nous sommes fiers que le taux d'inflation est dans la fourchette ciblée par la Banque du Canada, et ce, depuis un an. Nous avons une dette beaucoup plus faible par rapport aux États-Unis et aux autres pays du G7, et nous avons un réseau de santé qui permet une espérance de vie beaucoup plus longue, soit 4 ans de plus par rapport à nos amis. Ils devraient s'en réjouir. Le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, tous les jours, on a affaire à un nouveau scandale de la part de ce gouvernement. Nous sommes de fiers Canadiens aussi et nous allons régler les problèmes après la prochaine élection. Alors, j'ai une question très simple à poser. L'année dernière, la ministre des Finances a dit que le déficit ne serait pas plus élevé que 40,1 milliards de dollars et sa crédibilité en dépend. Va-t-elle confirmer que le déficit de l'année dernière était moins de 40,1 milliards de dollars ou s'agit-il d'une autre promesse rompue? La vice-première ministre et ministre des Finances. Un instant, s'il vous plaît. Je demanderai au député de Simcoe York de garder le silence. La vice-première ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, si les conservateurs sont si enthousiastes à appuyer les Canadiens comme ils le clament tous les jours en Chambre, alors j'ai un conseil pour eux. Pourquoi ne pas, ensemble, donner un allègement fiscal aux Canadiens pour la période des fêtes? Oui, pourquoi ne pas les exempter de TPS sur certains articles. Comme ça, ils vont pouvoir acheter un poulet déjà cuit à l'épicerie et acheter d'autres articles pour les fêtes. Si les conservateurs respectaient leurs idéaux, ils nous appuieraient dans cette mesure. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, le temps des fêtes arrive à grands pas et l'inflation pousse les Québécois à se serrer la ceinture. C'est une personne sur 4 au Québec qui disent dépenser moins pour la période des fêtes, un signe que l'inflation alimentaire des 9 dernières années est toujours en cavale. Le Bloc est complice des dépenses inflationnistes de ce gouvernement, en plus d'avoir trahi les Québécois et nous empêchant de tomber en élection cet automne. Monsieur le Président, une question brûle sur toutes les lèvres. À quand les élections? L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, il semble que le député en face ne regarde pas les chiffres économiques parce que les chiffres démontrent que l'inflation depuis 10 mois est dans la fourchette cible du Banque du Canada. Et à cause de ça, à cause de ce réussite, le taux directeur se diminue déjà 4 fois. Mais on est d'accord, on doit appuyer les Québécois et Québécoises pendant les fêtes et c'est pourquoi on va donner un congé du TPS. Les conservateurs doivent nous appuyer en faisant cela. Tout à fait. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, la meilleure chose que le Père Noël libéral et les lutins du Bloc ont trouvé à offrir aux Canadiens pour Noël, c'est des politiques inflationnistes. Les Canadiens en arrachent et vont dépenser moins pendant la plus belle période de l'année à cause de l'incompétence de ce gouvernement libéral. La coalition Bloc libéral, c'est pas un cadeau, Monsieur le Président. Quand les Canadiens n'auront plus besoin de faire une liste de soins et pourront avoir le plus beau des cadeaux, un gouvernement conservateur! L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est vraiment encore une question complètement incohérente en ce qui concerne l'économie. Mais je suis très content que les conservateurs parlent de l'inflation.
Parce qu'on a une bonne nouvelle pour les Canadiens et Canadiennes, et c'est que pour 10 mois, l'inflation au Canada est dans la fourchette cible du Banque du Canada. Et c'est pourquoi on peut se permettre de donner un vrai cadeau de Noël aux Canadiens et Canadiennes, la congé de TPS. Les conservateurs doivent nous aider en faisant cela. Tout à fait. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, selon une enquête de la part du Bureau du coroner de l'Ontario, il y aurait eu 220 décès de plus dans un pensionnat indien en Ontario, plus de 50 de plus que ce qu'on croyait auparavant. Et donc, ceci confirme ce que nous savions déjà. Le système des pensionnats était un projet génocidaire. Le gouvernement, toutefois, n'a pas agi pour protéger les survivants du négationnisme contre les pensionnats qui augmentent. Les libéraux vont-ils appuyer mon projet de loi qui comprend des protections dans le code criminel pour les survivants de la part des négationnistes qui incitent à la haine? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, plus nous en savons à propos des pensionnats, plus nous nous rendons compte des horribles tragédies qui s'y sont produites. Ma tante est allée dans les pensionnats et je peux dire qu'on poursuit avec l'aide et le soutien. Nous avons une journée pour la réconciliation pour stimuler le dialogue et pour connaître l'expérience des Autochtones et Métis, des Inuits qui sont allés dans les pensionnats. Nous allons continuer de nous concentrer sur cette aide pour les Canadiens. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, aujourd'hui, près d'1 million de Canadiens de moins de 29 ans n'ont ni emploi et ne suivent pas de formation. Nous n'avons pas constaté une crise du chômage chez les jeunes aussi grave depuis que les conservateurs étaient au pouvoir. Selon Deloitte, ceci coûtera 18 milliards de dollars à notre économie au cours des prochaines décennies. Les libéraux vont-ils écouter les néo-démocrates? Vont-ils établir un groupe de jeunes pour le climat pour que les Canadiens puissent acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour protéger l'environnement? L'honorable ministre de la Condition féminine et de l'équité entre les genres. Monsieur le Président, nous avons comme principe de protéger l'équité et 700 000 jeunes ont profité d'emplois d'été. La vérificatrice générale a confirmé cette semaine que ces jeunes, dans le cadre de ces emplois, s'en tirent mieux dans le marché du travail. Grâce à cette expérience, nous avons appuyé les jeunes et nous allons continuer de le faire. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Davenport. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a présenté un congé de TPS qui remettra de l'argent directement dans les poches des Canadiens, surtout pour les familles qui en ont le plus besoin. Chez moi, à Davenport, chaque sou compte et un tel congé de TPS est bienvenu. La ministre peut-elle nous expliquer pourquoi le chef conservateur et son parti ont voté contre ce congé de taxe, surtout alors qu'ils prétendent être les défendeurs des réductions fiscales et de l'abordabilité? Eric? I'm going to ask the honourable member from Davenport. Je vais demander à la députée de Davenport de répéter la question puisque je n'ai pas entendu la fin de sa question. L'honorable député. Monsieur le Président, le gouvernement
fédéral a présenté un congé de TPS qui remettra de l'argent directement dans les poches des Canadiens et surtout remettra de l'argent aux familles qui en ont plus besoin. Dans ma circonscription de Davenport, chaque sou compte et ce congé de TPS pour la période des fêtes est très bienvenu. Ma question à la ministre est simple. Peut-elle expliquer pourquoi le chef conservateur et son parti ont voté contre ce congé de taxes alors qu'ils prétendent être des défendeurs des réductions fiscales et de l'abordabilité? I'm sorry, say that again. Although the preamble of the question dealt with Le préambule de la question traite d'une initiative gouvernementale, mais la question comme telle colleagues, I'll have more to say about this at the end. Collègues, je pourrais en dire davantage sur le sujet à la fin de la période des questions. Mais bon, je m'adresse à la députée de Davenport et je dois lui dire que malheureusement, cette question ne porte pas sur l'administration du gouvernement. So I'm afraid that question is considered out of order. Donc, cette question est inadmissible et je dois passer à la prochaine question. L'honorable député de York Simcoe. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a révélé que le gouvernement néo-démocrate libéral a payé 3,5 milliards de dollars à des personnes qui n'auraient jamais dû recevoir des prestations en premier lieu. Le premier ministre adore dépenser l'argent des Canadiens et il se fiche de savoir que s'il s'agit de gaspillage ou pas, il veut seulement prendre des belles photos. Quand le premier ministre va-t-il admettre qu'il a perdu le contrôle des dépenses et que sa seule solution, c'est d'augmenter les impôts pour les Canadiens? L'honorable ministre des Petites Entreprises. Monsieur le Président, les Canadiens ont vu plusieurs versions des conservateurs au fil des années, y compris la version 2021 qui avait présenté une initiative de congé de TPS. Mais c'est notre gouvernement qui mettra cette mesure en place dans les prochains mois. Le Conseil de la vente au détail dit que cette mesure entraînera des mesures de stimulation économique et nous allons donc être là pour les petites entreprises et ceci ne changera jamais. L'honorable député de Charleswood, St. James, Assiniboia, Headingley. À chaque jour, on constate un nouveau scandale. Après 9 ans de ce gouvernement néo-démocrate libéral et maintenant la vérificatrice générale a révélé un cafouillage à 1 milliard de dollars. 3,5 milliards de dollars de l'argent des contribuables a été versé à environ 77 000 personnes qui n'étaient pas admissibles pour des prêts. Et donc, certains ont obtenu des millions de dollars sans avoir même à soumissionner pour des contrats et ils ont pu embaucher des travailleurs au Brésil. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à toute cette incompétence et quand va-t-il protéger l'argent des contribuables pour faire changement? L'honorable ministre des Petites Entreprises, j'ai déjà répondu à cette question. Les Canadiens veulent savoir pourquoi le chef du Parti conservateur refuse d'obtenir sa cote de sécurité. Notre chef l'a obtenu, le chef du NPD, le chef du Bloc l'ont obtenu aussi et la chef du Parti vert a obtenu sa cote de sécurité aussi. 2 anciens dirigeants du SCRS l'ont dit clairement qu'il est important d'obtenir une cote. Pourquoi
le chef conservateur ne l'obtient pas, qu'a-t-il à cacher? I'm not going to recognize the honourable member with what appears with something that is not normally worn in this House, or that the member is. Je ne vais pas donner la parole à la députée puisqu'elle porte quelque chose qui n'est pas permis. Je lui demanderai de retirer son chapeau. L'honorable député de King Vaughan. Après 9 ans de ce gouvernement de PD libéral, on n'a que du gaspillage encore. Et le rapport de la vérificatrice générale est accablant concernant le traitement des personnes âgées. Le gouvernement a rendu dysfonctionnel le programme Nouveaux Horizons. Dans un cas, le gouvernement a payé 23 000 $ pour une porte dans une résidence pour personnes âgées qui n'a jamais été installée. Monsieur le Président, quand le premier ministre va-t-il se soucier du sort des personnes âgées? Quand va-t-il cesser le gaspillage? Quand va-t-il déclencher des élections? L'honorable ministre du Travail et des personnes âgées. Monsieur le Président, comment le Parti conservateur du Canada ose-t-il prendre la parole ici pour parler du traitement des personnes âgées? Je veux lui rappeler à cette députée que son ancien chef, Stephen Harper, est allé à Davos plutôt que d'aller à King Vaughan, par exemple, pour annoncer que l'âge de la retraite serait de 67 ans plutôt que 65 ans. Nous avons renversé cette décision. Cette députée devrait avoir honte et voilà. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable député de Kamouraska, excuse-moi, de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, 9 ans de ce gouvernement libéral, c'est 9 ans d'irresponsabilité financière. Hier, la vérificatrice générale du Canada a révélé que le programme de compte d'urgence pour les entreprises canadiennes a permis à 77 000 entreprises inadmissibles de recevoir 3,5 milliards de dollars. Puis un programme qui a été géré en partie au Brésil. Monsieur le Président, pourquoi ce gouvernement libéral préfère-t-il enrichir des entreprises étrangères et des consultants coûteux au lieu de soutenir nos entreprises locales? Un open bar libéral. L'honorable ministre des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, notre gouvernement a aidé près de 900 000 petites entreprises grâce au prêt CEEC et plus de 80% d'entre elles ont remboursé leur prêt et profité de l'exonération. Nous avons prolongé la date limite du prêt non pas une fois, mais 2 fois. Nous avons fait ce que nous étions censés faire pour aider les petites entreprises. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Shefford. Le rapport de la vérificatrice générale prouve que les libéraux ne savent pas de quoi ils parlent quand ils disent que les aînés sont trop riches pour mériter du soutien. La VG démontre qu'Ottawa ne collecte aucune donnée probante pour savoir si ces programmes, comme la sécurité de la vieillesse, répondent vraiment aux besoins. Ils ne savent pas, ni aujourd'hui, ni pour les années à venir. Bref, quand ils disent que les aînés ne méritent pas de hausse de pension ou de chèque de 250 $, la VG prouve que c'est un choix strictement politique. Pourquoi les libéraux choisissent d'abandonner les retraités? Bravo! L'honorable ministre du Travail et pour des aînés. Monsieur le Président, quand la députée parle de décision politique, est-ce que c'était une décision politique de voter non contre toute hausse du supplément de revenu garanti? Je me pose la question pour ce qui a trait au Bloc québécois. Quand c'est venu le temps d'appuyer le plan canadien de soins dentaires pour nos aînés les plus vulnérables au Québec et partout au Canada, qu'est-ce que le Bloc a fait? Un choix politique de dire non aux soins dentaires pour les aînés. Monsieur le Président, les choix politiques se font ce côté-là de la Chambre. Ici, on sera toujours là pour les aînés. L'honorable député de Shefford. Je le répète, selon la VG,
Le fédéral n'a aucune donnée pour savoir si ces programmes comme la sécurité de la vieillesse suffisent aux besoins des aînés. Pourtant, il sait, semble-t-il, que 3 milliards pour la hausse de la pension des aînés, c'est trop. Mais au même moment, ce même gouvernement, il nous dit que 6 milliards en bonbons électoraux, ça a bien de l'allure. Aucun parti n'est d'accord avec leurs bonbons électoraux. Mais tous les partis sont d'accord avec la hausse de la pension des aînés. Au lieu d'improviser puis de passer juste à la prochaine élection, quand est-ce que le gouvernement va faire le bon choix et donner la recommandation royale à C-319? L'honorable ministre du Travail pour des aînés. Monsieur le Président, les choix politiques du Bloc québécois, on en passera. Ils en font plusieurs mauvais choix politiques pour l'avenir du Québec et l'avenir des aînés au Québec. Je parle d'un autre sujet, Monsieur le Président. On a bonifié le régime canadien pour les pensions, chose qu'a repris le Québec pour offrir aux générations futures, aux aînés futurs, une bonification de leur pension de retraite. Le Bloc était contre, nous, on était pour, on est pour les aînés d'aujourd'hui et les aînés de demain, contrairement au Bloc québécois. Souvent, je me lève à cette place pour encourager les gens de ne pas prendre la parole, pour que tout le monde puisse écouter, surtout ceux et celles qui ont besoin d'utiliser les services d'interprétation. J'espère que tout le monde va respecter cet indice du président. The honourable member. L'honorable député de Regina-Capelle. Le chef du NPD a fait son spectacle la veille d'une élection partielle en prétendant déchirer son entente avec les libéraux. Il a dit que les libéraux vont toujours s'assurer que les syndicats n'auront pas de pouvoir et s'assurer des intérêts des grandes entreprises. Et donc, les conservateurs sont d'accord avec ça et les Canadiens vont voir s'il peut appuyer ses mots ou s'il va se soucier de sa retraite. Est-ce qu'ils ont recollé l'entente qu'il avait déchirée pour que le chef du NPD puisse obtenir sa retraite? L'honorable... One moment, please. Un instant, s'il vous plaît. Eric. So again, I will speak to this. Bon, alors, encore une fois, je vais me prononcer sur le sujet après la période des questions, mais encore une fois, cette question ne porte pas sur les affaires du gouvernement. I do see that Je vois toutefois la leader du gouvernement à la Chambre qui souhaite répondre. Merci, Monsieur le Président. J'aurais bien aimé que vous ayez donné la même possibilité à ma collègue la ministre des Finances. Je pense qu'il est important de se conformer aux mêmes règles et normes à l'avenir. Mais ma réponse à mon collègue, c'est que, bon, on leur a donné une occasion d'en débattre, mais ils ont préféré ne pas en débattre. Alors, je suis surprise qu'il en parle parce que quand ils ont eu l'occasion de voter là-dessus, ils ont refusé. C'est une tendance qu'on remarque chez eux. Ils disent quelque chose, mais agissent autrement. L'honorable député de Regina-Capelle. Ce n'est pas vrai. Ils se sont mélangés dans les dates des débats. Le débat a lieu jeudi, le vote lundi, et les Canadiens pourront voir qui est du côté des travailleurs canadiens parce que, bon, le premier ministre a lancé des attaques envers les travailleurs. Il a fait augmenter les prix de tout avec la taxe carbone. Il a fait augmenter le prix des loyers et il s'en prend aux travailleurs syndiqués. Une autre question au gouvernement. Est-ce que l'entente a été recollée pour que le chef du NPD puisse obtenir sa retraite alors que les Canadiens, eux, souffrent? L'honorable ministre du Travail. Le député semble faire référence à des incidents de l'été dernier
alors qu'on aurait aimé avoir l'aide des conservateurs pour aider les agriculteurs de la Saskatchewan qui voulaient envoyer leurs récoltes dans les ports canadiens. Nous sommes intervenus pour aider les agriculteurs canadiens pour sauver des emplois syndiqués. C'est ce que nous avons fait. Les conservateurs, eux, étaient sur la touche. Chez nous, nous allons toujours travailler pour les Canadiens. L'honorable député de Flamborough-Glenbrook. Le chef du NPD prétend avoir déchiré son entente avec les libéraux, disant que le gouvernement est faible, égoïste et à la solde des grandes entreprises. Il a voté 24 fois pour augmenter la taxe carbone, pour faire augmenter le prix de tout. Pendant ce temps, 2 millions de Canadiens se sont rendus dans les banques alimentaires le mois dernier, dont 18 sont des travailleurs. Le chef du NPD va-t-il sacrifier les Canadiens encore une fois? Le premier ministre a-t-il conclu une entente secrète avec le chef néo-démocrate pour s'assurer de sa retraite aux dépens des travailleurs canadiens? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je ne sais pas si cette question est liée aux affaires du gouvernement, mais de notre côté, on sait que nos questions ont été retirées, même si elles portaient sur les affaires du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que les conservateurs continuent d'avoir peur. Quand on leur donne l'occasion de joindre le geste à la parole, ils votent contre Ils ont l'occasion de présenter une motion de défiance pour le gouvernement, mais ils votent contre. Ils ont trop peur d'agir et de notre côté, nous agissons pour les Canadiens alors qu'eux préfèrent les slogans. L'honorable député d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, le gouvernement a introduit un congé de taxe sur la TPS qui mettra de l'argent directement dans les poches des Canadiens, en particulier pour les familles qui en ont plus besoin. Et malheureusement, nous savons que les conservateurs ont voté contre et continuent à voter contre les mesures d'abordabilité que nous mettons de l'avant. Est-ce que le ministre peut expliquer comment nous pouvons tous, dans cette Chambre, soutenir les Canadiens dans ces temps difficiles? L'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Merci à notre collègue d'Ottawa-Vanier pour une excellente question. Le chef conservateur, effectivement, a plein d'incohérences. Il dit vouloir réduire les impôts. Il a voté contre le congé de taxe la semaine dernière. Il dit qu'il est contre le régime canadien de soins dentaires qui aide 3 millions de Canadiens, alors que le régime de soins dentaires, il existe. Mais lui, il dit qu'il n'existe pas. Il est contre le logement social parce qu'il dit que ça encourage les milieux de vie soviétiques. Et il est contre les investissements en logement abordables au Québec parce qu'il veut interrompre leur construction et qu'il dit à nouveau que ces logements et que ces projets n'existent pas. Exact. Combien d'incohérences de plus allons-nous recevoir du chef conservateur? Bravo. Wow. L'honorable député de Battleford, Lloydminster. Monsieur le Président, après 9 ans sous ce premier ministre, les Canadiens ne peuvent plus payer le loyer ou ne peuvent plus payer leur versement hypothécaire. Le chef néo-démocrate a dit que les libéraux étaient faibles, égoïstes et redevables aux grandes entreprises canadiennes. Mais c'est le chef NPD qui aide le premier ministre à rester au pouvoir. Les conservateurs ont déposé une motion de confiance en utilisant les propres mots du NPD. Le chef du NPD va-t-il joindre le geste à la parole ou va-t-il conclure une autre entente secrète avec le premier ministre aux dépens des Canadiens? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Les députés conservateurs au Parlement sont de plus en plus ridicules. Ils ont eu l'occasion de poser des questions, de vraies questions au gouvernement et ils préfèrent faire de la petite politique. Hier, j'ai proposé une motion qui leur donnerait cette possibilité. Et quand on leur donne l'occasion de présenter une émotion, ils ne veulent pas parce qu'ils ont trop peur, ils sont trop faibles pour faire ce qu'ils disent. De notre côté, nous défendons les Canadiens, nous allons mettre en place des mesures pour les Canadiens, même s'ils tentent de nous mettre des bâtons dans les roues. L'honorable député, eh bien, Monsieur le Président, ce qui est ridicule, c'est que les Canadiens ont du mal à se nourrir, à se chauffer, à se loger. Et pendant ce temps, le chef néo-démocrate attend l'entrée en vigueur de sa retraite. Elle avait déchiré son entente avec les libéraux, mais les actes du NPD prouvent
que la coalition de la taxe carbone est motivée par sa propre pension et la soif de pouvoir du premier ministre. Les Canadiens ne peuvent plus payer cette coalition coûteuse. Le NPD va-t-il finalement voter la motion de défiance ou est-ce qu'ils ont encore concocté une entente secrète? I know members are having some questions. Je sais que les députés se posent des questions, mais j'aurai l'occasion de me prononcer après la période des questions. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, c'est ahurissant d'entendre les conservateurs entendre parler de retraite alors que le chef conservateur recevra une retraite de 2 millions de dollars de la Chambre des communes. C'est ahurissant tout ce qu'ils disent. Ils disent une chose, agissent autrement. On ne peut pas faire confiance aux députés conservateurs. On ne peut pas faire confiance à ce qu'ils disent parce que quand ils accusent les autres de quelque chose, c'est habituellement exactement ce qu'ils font. L'honorable député de Kamloops Caribou. Monsieur le Président, Tara DeSouza a agressé sexuellement un bébé de 3 mois. Tara DeSouza se trouve dans une prison pour femmes en Colombie-Britannique où le programme Mère-Enfant est en vigueur. J'ai visité cette prison et j'ai vu où DeSouza se tenait et il m'a fallu moins d'1 minute pour traverser d'où DeSouza se tenait pour passer à la maison où le programme Mère-Enfant a lieu. Pourquoi le gouvernement permet à des agresseurs sexuels de se trouver dans le même endroit en prison que des enfants? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la sécurité et la sûreté des enfants qui participent au programme Mère-Enfant est une priorité ultime pour le Service correctionnel du Canada. Il est important de savoir que ce programme existe depuis des décennies. Il existait alors que M. Harper était au pouvoir. Il existe des critères d'admissibilité et des protocoles à suivre pour participer au programme. Il faut confirmer le bien-être des enfants et ce sont les autorités provinciales qui s'en occupent. Le député devrait être prudent avant de politiser des circonstances aussi tragiques et qui concernent des crimes aussi horribles. Order. À l'ordre. Order. Members have had an opportunity. À l'ordre, le député a eu l'occasion de poser une question et il a eu l'occasion d'obtenir une réponse. Le député de Egmont. Monsieur le Président, notre programme national de repas en milieu scolaire progresse rapidement. Nous savons que des aliments sains peuvent faire une grande différence dans la journée d'un enfant. Les enfants méritent d'être bien nourris à l'école et les avantages sont évidents pour les familles. Vendredi, nous avons eu d'autres bonnes nouvelles et la ministre des Familles peut nous dire ce qui se produit dans ce dossier. L'honorable ministre. La semaine dernière, à l'île du Prince-Édouard, nous avons annoncé que 1 500 enfants de plus auront accès à de la nourriture à l'école et 800 enfants de plus auront accès à des déjeuners sains et des collations saines à l'école. Et donc, des milliers d'enfants pourront profiter de ces repas quand ils sont à l'école. Près d'1,5 million de repas à l'école. Le chef conservateur a dit que ce programme n'existe pas aujourd'hui. Et moi, je lui dis de demander à tous ces enfants qui en profitent si le programme existe ou non. L'honorable député de Port Moody-Coquitlam. Les libéraux laissent tomber les personnes âgées. Ils ne font même pas le suivi des programmes qui sont censés les aider. Les personnes âgées tombent entre les mailles du filet et le gouvernement ne fait rien pour régler les problèmes. Ils ont même exclu les personnes âgées de leur rabais à 250 $ mis en place récemment. Les conservateurs veulent éliminer l'aide complètement. Les personnes âgées disent que la sécurité de la vieillesse ne suffit pas et que le SRG est cruel et sans cœur.
Pourquoi les libéraux s'en font si peu pour le sort des personnes âgées? L'honorable ministre du Travail. Je remercie la députée pour sa question. Heureusement, elle et son parti ont appuyé le bilan réussi des libéraux qui a permis de mettre en place les soins dentaires et le complément pour le SRG. Voilà des choses que nous avons accomplies dans ce Parlement et il faut attribuer les mérites à ces députés qui ont voté pour. Les conservateurs et le Bloc québécois votent chaque fois contre les mesures pour les personnes âgées. L'honorable à l'ordre. L'honorable député de North Island Powell River. Monsieur le Président, les anciens combattants avec des problèmes de santé mentale n'ont pas besoin de plus de paperasse pour obtenir de l'aide, du soutien comme quelqu'un qui vient faire le ménage ou passer la tondeuse. Et pour obtenir cette aide, ils doivent reprouver chaque année leurs problèmes. Cette politique est discriminatoire, sexiste et non nécessaire. Les libéraux laissent tomber les anciens combattants, comme l'ont fait les conservateurs avant eux. La ministre reconnaît-elle le fardeau supplémentaire qu'elle place sur les épaules des survivants de traumas sexuels et sur leurs familles? L'honorable ministre, de notre côté, nous avons toujours été là pour appuyer les anciens combattants. Depuis 2016, nous avons investi des millions de dollars pour aider les anciens combattants et leurs familles. Les conservateurs avaient fermé des bureaux pour les anciens combattants. De notre côté, nous les avons rouverts. Nous nous assurons de prendre des décisions en temps opportun et quand il est question d'aide en santé mentale, on s'assure que les anciens combattants aient de l'aide le plus rapidement possible. De notre côté, nous allons toujours aider les anciens combattants puisque c'est ce qu'ils méritent.